Émilie Nicolas, José Legault, Christian Dufour, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. tout un dérapage pour une grosse opération de ICE. Il faut comprendre, je l'expliquais en début d'émission, le ICE, les policiers de l'immigration qui sont déployés dans des grandes villes américaines. L'opération de Minneapolis est une des plus grosses. En fait, selon le maire de Minneapolis, c'est la plus grosse aux États-Unis. Pourquoi? C'est pas très clair compte tenu du nombre d'immigrants à Minneapolis, mais bon. Alors, ils sont un peu partout et vont chercher avec des mandats des gens, puis ils veulent les expulser. Cette femme manifestait, bloquait avec sa voiture, et elle a été abattue. Et, je vous fais entendre tout de suite, si vous le voulez bien, Kristi Noem, qui est secrétaire à la Sécurité intérieure, qui dit que c'est du terrorisme intérieur, que cette femme n'aurait pas dû être là. Et tout de suite après, vous allez voir le maire furieux, le gouverneur furieux, qui disent en deux mots, « Retournez chez vous, les agents du ICE, on n'a pas besoin de vous. » On écoute. It was an act of domestic terrorism. What happened it was our ICE officers were out in an enforcement action, and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle. An officer of ours acted quickly and defensively shot to protect himself and the people around him. But this goes to show the assaults that our ICE officers and our law enforcement are under every single day. To ICE, get the out of Minneapolis. We do not want you here. We do not need any further help from the federal government. To Donald Trump and Kristi Noem, you've done enough. I've issued a warning order to prepare the Minnesota National Guard. We have soldiers in training and prepared to be deployed if necessary. I remind you, a warning order is a heads up for folks. And these National Guard troops are our National Guard troops. Alors, il se dit prêt à déployer la garde nationale qui est sous la responsabilité des États aux États-Unis. Tour de table, est-ce que l'instrumentalisation, j'aime pas ce mot-là, mais je l'utilise exceptionnellement, de ICE par Trump n'a pas atteint une limite là, qui va être difficile à ramener, à apaiser? Émilie Nicolas. Bien, ça fait déjà très longtemps que la limite est dépassée. Je ne sais pas de quelle limite. Et même Los Angeles, il y a eu des manifestations l'été dernier. Ce qu'on voit, c'est des scènes d'une atrocité là, depuis quelques mois. Des enfants qui sont arrachés sans leurs parents pour être déportés, qui n'ont pas le droit à un avocat, des enfants de très bas âge, en plus des adultes aussi, des situations humanitaires de crise, les communautés qui cherchent à se défendre, qui sont criminalisées par le gouvernement, le président américain qui a non seulement menacé, mais aussi déployé déjà à quelques reprises des troupes sur son propre territoire. On est en train d'assister à une militarisation rapide des États-Unis. Bien sûr, en plus, il y a les billets raciaux qui s'installent là-dedans, des gens qui sont des citoyens américains, qui ont des faciès non blancs, qui se font harceler par ICE aussi au quotidien. C'est en train de devenir absolument invivable. Et dans le cas précis qui nous occupe, c'est qu'il y a eu des témoins, donc il y a des vidéos qui circulent qui contredisent déjà très clairement ce qui vient de la Maison-Blanche, la version de la Maison-Blanche. Et donc, les gens savent qu'on ment. Et c'est bien sûr la même ville qui a vu mourir George Floyd, qui a vu George Floyd être tué aussi en 2020. Donc, c'est une ville qui a une longue histoire traumatique de cas comme ça. Et bien sûr, ça va créer une réaction, une onde de choc qui va continuer d'augmenter. Oui, là, en tout cas, toute la classe, et même certains républicains, mais toute la classe politique démocrate. On a entendu le maire, on a entendu Tim Walz. José Legault, quand je disais atteint la limite, c'est que là, il y a eu une femme qui a été abattue sous les yeux des caméras. Il y avait eu déjà des morts en passant. Là. Émilie parle d'opérations qui ont été très difficiles. Il y a eu 4 autres morts. Des gens qu'on voulait arrêter à ce moment-là. Mais là, c'est une femme qui manifestait qui a été tuée. José Legault, vos impressions? Ben écoutez, voir quelqu'un tirer à bout portant comme ça, c'est absolument dégoûtant. Mais comme le dit Émilie, ça n'a rien d'étonnant, malheureusement. Tout est dans la nature opérationnelle de ce corps de police qui s'occupe de l'immigration. Juste mettre police et immigration dans le même titre, on voit déjà quelle est l'intention derrière ça. On a l'impression de voir une force policière qui est héritée d'une autre époque. Vous savez,
Le sénateur Waltz a s'y demandé aussi en point de presse aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de vivre le moment McCarthy, hein? Donc retourner au macartisme, c'est-à-dire la chasse littéralement à tout ce qui pense et agit différemment du gouvernement du jour. Là, c'est une chasse physique aussi. Écoutez, j'ai pas de mots. J'ai revu la scène comme beaucoup de gens et j'en suis complètement bouleversée. Le pire dans tout ça, c'est que sous M. Trump, la population américaine est tellement polarisée que chacun verra dans ces images ce qu'il voudra bien voir. Alors, il y a des gens qui vont acheter la version de ICE et du président, c'est-à-dire que la personne qui a tiré cette femme-là à bout portant a sauvé sa propre vie et celle de ses partenaires, et d'autres qui verront quelqu'un qui a été exécuté comme ça, à bout portant, au grand jour, parce qu'elle essayait de s'échapper de cette force-là. Christian Dufour. Oui, bien, ça me semble être pire que l'époque du McCarthyisme. On a l'impression qu'il y a une atmosphère un peu de guerre civile qui s'installe aux États-Unis. Bon, évidemment, il y a des films, en fait, des vidéos qui montrent ce qui est arrivé. Il va y avoir une enquête. Mais ce qui est de pire que ça, à mon sens, c'est la réaction de Donald Trump, qui cautionne systématiquement ces comportements-là. Qui ne se garde même pas une certaine réserve. Il pourrait dire, écoutez, il va y avoir une enquête, on va attendre, tout ça. Automatiquement, il n'a jamais tort. Il approuve tout ce qui se fait. Et ça met en cause, en fait, ce qu'on a toujours considéré comme une des caractéristiques de la démocratie américaine, les contre-pouvoirs. L'existence de contre-pouvoirs au pouvoir du président américain, qui historiquement a toujours été très limité. Hein. Le président américain, dans le système américain, a moins de pouvoir que le premier ministre canadien dans le système canadien. On a l'impression que M. Trump, qui porte plus à terre, évidemment, depuis le succès époustouflant de l'enlèvement de Maduro, ne se reconnaît plus aucune limite. Le problème, c'est que l'enlèvement de Maduro, qui a été quand même un énorme succès, en fait, ça visait un régime qui était discrédité complètement sur le plan international, qui était vomi par les Vénézuéliens. Puis c'est vrai qu'on ne respectait pas l'ordre international, mais il reste que c'est un ordre international qui n'était pas si clair que ça. Là, c'est autre chose. On est sur le plan interne américain. Il y a quelqu'un qui est mort, qui semble avoir été assassiné publiquement, et le président américain, automatiquement, cautionne ça. C'est ça qui me choque. Est-ce que les voir justement, pardonnez-moi, Christian, une partie du message sur son réseau social, ces incidents se produisent parce que la gauche radicale menace, agresse et cible nos agents. Donc, comme vous dites, il endosse totalement, sans même attendre les résultats d'une enquête qui va avoir lieu, bien sûr. Il endosse totalement l'usage de la force et le fait que cette femme a été abattue. Donc, est-ce que les contre-pouvoirs vont avoir un effet? On disait que l'affaire Epstein, en fait, ce serait quelque chose qui coulerait Donald Trump. Ça n'a pas coulé Donald Trump. Donald Trump, sa force, c'est qu'il arrive toujours avec des nouveaux dossiers, des nouveaux succès sur le coup. Hein, parce qu'il n'est pas bon, en fait, dans la suite. Hein. Sur le coup, c'est remarquable, ses succès. Donc, il détourne l'attention. Mais c'est clair que c'est très triste, c'est très déprimant, puis ça met en cause la démocratie américaine sur le plan interne. Quelque part, c'est beaucoup plus grave, je trouve, que l'affaire de Maduro. Même si l'affaire de Maduro, là, je sais que ça nous a sidérés, puis ça change bien des choses. Mais là, c'est le cœur de la démocratie américaine, de la justice américaine qui est affectée. Et le président américain cautionne un meurtre. Émilie, Nicolas, José et Christian, est-ce que, Émilie, oui. le fait qu'il y a, et les sondages le montrent, une large partie de la population américaine qui approuve, qui voit ces images depuis, écoute, vous le soulignez, ça fait un bout de temps que ces images de ICE, ils ont mis en image, d'ailleurs, ces opérations beaucoup plus qu'avant. Là. Ils ont filmé comme un western. Est-ce que le fait qu'il y a une partie de l'opinion publique importante quand même qui approuve le fait qu'on chasse ces gens-là, lui, compte là-dessus et divise encore plus la société américaine? C'est intéressant que vous dites comme un western parce que c'est des images qui ont été banalisées, mais les westerns, c'est la mise en scène glorificatrice de meurtres de masse de personnes autochtones dans l'histoire des États-Unis. Puis là, ce qui se passe avec ICE, c'est qu'on réutilise effectivement ces images-là pour les populations latinas et des populations afro-latinas. Donc, il y a effectivement dans l'histoire des États-Unis une espèce de manque d'empathie qui a été construit
et qui, avec beaucoup d'efforts, a été déconstruit aussi par les Américains même, qui se sont battus pour avoir une forme d'égalité. Puis là, on est en train de remettre de l'avant, effectivement, comme quelque chose d'atavique, un manque d'empathie envers des gens qui sont des minorités aux États-Unis. Puis c'est ce qui affecte, en fait, même dans le cas de cette femme-là, qui va croire qu'elle était effectivement dangereuse ou pas. Et je pense que pour la suite des choses, moi, la question qui tue pour moi pour 2026, quand je vois la dernière déclaration de Donald Trump, c'est la faute de la gauche radicale qui ne laisse pas la place à nos jasants. Vraiment, je pense que la question qu'on devrait tous se poser, c'est rendu en novembre, est-ce que les élections de mi-mandat vont être libres? Parce que, si on se rappelle de l'histoire de la suppression du droit de vote des Afro-Américains et des minorités dans l'histoire des États-Unis, ça n'a jamais été écrit sur papier que les gens n'avaient pas le droit de vote. C'est que quand les troupes fédérales se sont retirées du Sud après la fin de la guerre de Sécession, il y a eu libre cours aux intimidateurs qui ont empêché les gens d'aller voter. Là, c'est l'inverse. C'est les troupes fédérales qui font l'intimidation. Mais si ça continue à se déployer comme ça cette année, on peut arriver. Il y a un scénario possible où d'ici à l'automne, on n'a plus. Les gens ont peur d'exprimer leur opinion dans la rue, mais les gens ont peur aussi de voter librement. C'est catastrophique ce que je dis. Je dis pas que ça va être ça. C'est le scénario du pire là, que vous évoquez. C'est le scénario que du d'autres pire. évoquent. Vous n'êtes pas la seule. Il va falloir y faire attention. Oui, mais au contraire, ça pourrait peut-être aussi, Josée et Christian, ces élections de mi-mandat, être un coup de frein sérieux. C'est à peu près sûr qu'il va perdre la Chambre des représentants. En tout cas, ça peut être un coup de frein sérieux, non, Josée? Bien, ça, on ne le sait pas encore. Hein? Il reste encore beaucoup de temps. Et justement, je pense qu'on peut s'attendre à ce que Donald Trump provoque lui-même des événements. Il ne cesse de le faire depuis le début du mois de janvier pour mousser sa base. Il instrumentalise, comme vous disiez si bien, ce qui se passe aussi en ce moment, c'est-à-dire cette exécution-là en public d'une femme innocente. Donc, moi, ça me fait craindre aussi le pire. Bon, je sais qu'on parlait, on ne veut pas être catastrophiste, là, mais on parlait de possibilité même de guerre civile aux États-Unis, mais sans aller jusqu'à la guerre civile. Quand on voit une population qui est déchirée à ce point-là, qu'on voit les vieux réflexes, c'est quand même un pays qui a été construit sur l'esclavage et le racisme plus que systémique, là, et qu'on revoit aussi ces vieux réflexes-là revenir envers l'immigration. C'est le nouveau bouc émissaire. Moi, je suis très inquiète. Je suis très inquiète et, comme le dit Christian, inquiète aussi pour la politique intérieure des États-Unis. Là, on parle du Groenland, on parle de Maduro, mais mon Dieu, ce qui se passe sur le plan interne des États-Unis, c'est très grave. Oui. Christian. Oui, bien, l'histoire politique américaine est très violente. Si on la compare avec celle du Canada, par exemple, et de la plupart des autres démocraties libérales. C'est clair que les élections, en fait, vont être un test institutionnel extrêmement important, comme le rôle des tribunaux vont être des tests extrêmement importants. Mais on a l'impression, et c'est la force de Trump, Trump est extrêmement fort, c'est que Trump, il échoue jamais. Il n'admet jamais qu'il y a une défaite. Et il va toujours aller... C'est un showman, il donne des spectacles. Donc, il est redoutable dans ce sens-là. Donc, j'espère que la démocratie américaine va être capable, en fait, de passer à travers ces tests-là, puis il va y avoir une réaction. On a l'impression, en fait, de gens qui sont tétanisés aux États-Unis, des gens qui s'opposent à Trump, qui sont... Ça va pas si bien que ça pour Trump. Sur le plan économique, ça va vraiment bien. Sur le plan international, la Chine, quelque part, est le grand gagnant de ce qui arrive actuellement. Même les autres pays sont tétanisés par ce qui est arrivé au Venezuela. Le Canada aussi est tétanisé. Pour M. Carney, son voyage en Chine la semaine prochaine, c'est très, très dangereux, son voyage en Chine. S'il se rapproche trop de la Chine, il risque de payer le prix. Donc, quelque part, la force de Trump, je dirais, je n'ose pas dire la force démoniaque, là, ça ferait mélodramatique, mais on est en face d'un phénomène historique extrêmement important. Et là, il s'attaque au cœur de la démocratie américaine. Est-ce que cette grande démocratie-là va être capable de réagir? Est-ce que les démocrates, on a écouté ce jeune maire de Minneapolis, Jacob Frey, Tim Walz, qu'on connaît mieux, bien sûr, qui ont eu des mots quand même extrêmement durs. Là. Je veux dire, tu ne peux pas employer des mots plus durs en conférence de presse en disant « foutez le camp, foutez-nous la paix, j'ai mes gardes nationales », dit Tim Walz, à notre service, l'État, si vous... là, est-ce que ça ne sonne pas un certain réveil, Émilie, chez les démocrates de mieux s'organiser?
En fait, le réveil, je pense qu'il est déjà sonné. Ça fait monter la pression. Et je pense que pour que les démocrates qui sont des gouverneurs s'organisent, il faut aussi qu'ils aient la certitude d'avoir la population derrière eux. Et c'est là aussi qu'on peut créer un momentum qui va être important pour avoir une forme de résistance. Parce qu'au-delà de la résistance électorale, il peut aussi y avoir des États qui décident de ne pas collaborer avec le fédéral, qui ont effectivement la garde nationale. Et là, on est vraiment dans des scénarios qui ressemblent à des formes de guerre civile. Mais il y a la possibilité d'une résistance nationale, tant au niveau des individus qui peuvent manifester qu'au niveau des élus. Et ce que ça peut donner, c'est une distraction ou une incapacitation de Donald Trump de mettre de l'avant à court terme ses projets pour le Groenland, le Venezuela, faire tomber la Colombie, Cuba. S'il est occupé à l'interne avec essayer de tenir son propre pays, ça va ralentir ses velléités impérialistes externes. Et donc, pour le Canada, si les Américains eux-mêmes se lèvent, c'est une excellente nouvelle. Mais il peut y avoir le contraire. Hein? Moi, je crains vraiment le contraire. C'est que la scène internationale permette à M. Trump de distraire l'attention des Américains de ce qui se passe sur le plan interne. Je trouve que c'est vraiment ça qu'il faut craindre. Puis aussi, au-delà du phénomène de Donald Trump. Parce que Donald Trump, il va passer. Il est vieux, il est fatigué, il y a des gens qui disent qu'il commence à être malade. Mais au-delà de Donald Trump, là, même si Trump s'en allait, là, est-ce que ça va revenir comme avant? Ça ne reviendra pas comme avant. Qu'est-ce qui est changé fondamentalement dans la superpuissance mondiale qui donne le ton à toute la planète? Parce que je pense que même si Trump n'est pas là, il y a bien des choses qui vont rester. Oui. José Legault, ça montre que, puis Dieu sait qu'on a des débats aussi houleux parfois ici sur l'immigration, sur tout ça, mais ça montre que ils sont si près, mais si loin de nous quand même. Là. On a pu préserver une façon de faire et de se parler, puis de gouverner. Non, vous doutez, Christian, je vous dirais au contraire, vive le Québec. Dans ce contexte-là, vive le Québec et vive le Canada. On est une société de paix, de collaboration. Voilà. Au contraire. Voilà, c'est ça. José, ça montre à quel point... c'est sûr que... Oui. Mais c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même culture politique que les Américains, ni la même histoire, même si on est tout juste à côté. N'empêche qu'il faut faire très attention parce que sans que l'on bascule dans cette folie-là, il reste que, on le sait, avec les médias sociaux, l'ultrapolarisation, la politique extrêmement clientéliste, le populisme qui fait un retour en force aussi. Il faut faire attention parce que c'est une pente glissante. On ne peut pas glisser jusqu'où les Américains ont glissé, c'est sûr. Encore une fois, c'est une question de culture politique, mais attention. Ici aussi, on a des politiciens qui pointent une gauche radicale qui n'existe pas ici, dans les faits, et qui se servent aussi de l'immigration, entre autres, M. Legault, comme mais c'est pas du même niveau. C'est pas du même niveau. Non, mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Non, on a bien compris. Je dis seulement qu'il faut faire attention. Et je pense qu'on a entendu le nouveau candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec appeler à faire une politique plus bienveillante, là, moins polarisante. Oui, je devais parler de M. Milliard, on verra s'il en sera capable lui-même, mais je pense que c'est un appel qu'on serait sage d'entendre quand même, là. Oui. Même si on n'est pas du tout dans les mêmes eaux que les Américains. Non, il y a bien des choses qui nous menacent. Dieu soit loué, il y a bien des choses qui nous menacent, mais notre histoire, notre identité nous protège beaucoup des dérapages américains. Émilie, José, Christian, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Oui, on devait parler d'autres sujets, entre autres M. Milliard, mais j'ai décidé qu'il y a parfois des mélanges qui se font pas, là, qu'il fallait quand même qu'on discute sereinement de tout ça. On va essayer de rester serein. Émilie, José, Christian, à très bientôt. Bonne soirée. Merci.